Aaron? Where are you? Where is Aaron right now? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. La saison NFL est là. Elle a commencé hier soir. On va peut-être y revenir rapidement. Il y a eu des choses sympas qui se sont passées, notamment notre ami George Pickens. Mais d'abord, Steelers. Thomas, Polo, vous êtes prêts? Prêts pour la saison à venir? Ouais, on est prêt. Hein. On attend ça depuis 6 mois. On a le couteau entre les dents, prêt à voir ce premier match, à vibrer ce premier match contre les Jets. Ça va donner le temps de la saison. Salut Thomas, salut Romain. Oui, prêt. Je sais quand la saison arrive, quand je vois Charlie Patch marcher ses chiens dans le quartier, parce qu'il habite juste à côté de moi. Ça veut dire que août arrive et que la saison commence. Et quand c'est pas la saison, du coup, ces chiens ils sortent pas. Si j'ai bien compris. Ben, je pense qu'il habite pas et je pense qu'il doit avoir une maison autre part. C'est une autre explication possible, ouais, mais je préfère la même quand même. Comment ça va la ville de Pittsburgh se réveille un petit peu aussi pour la NFL ou ça monte un petit peu doucement cette période-là de l'année? Déjà j'étais au match de Pitt hier. Il y a le compte pour la draft là qui commence déjà, donc ça en discute. Mais globalement, je sais pas si on veut commencer avec ce ton, mais les gens sont pas super excités par la saison qui arrive. Globalement, le move de Aaron Rodgers, c'est pas un move qui plaît à beaucoup de monde. Puis je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les couteaux de sortie et qui attendent que Mike Tomlin et Aaron Rodgers se plantent. À ce point-là. C'est pas... On va y revenir, Polo. Je pense que ça va être la majorité de cet épisode. Ça va être effectivement la saison à venir. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense voir. Mais avant ça, effectivement, tu as parlé d'Aaron Rodgers qui est arrivé. C'est le gros move de l'intersaison. Il y en a eu d'autres, évidemment. Il y a eu la draft, donc il y a eu beaucoup de changements sur le roster. Est-ce qu'il y a, que ce soit un move, un joueur ou une philosophie en particulier qui vous a marqué cette intersaison et qui peut-être nous donne une indication des objectifs pour la saison à venir? Vas-y, Polo, commence. Avant de parler de joueurs en particulier, il y a une stat que j'ai regardée ce matin. Ils ont ajouté 26 Pro Bowl dans l'équipe. Aaron Rodgers, Jalen Ramsey, Slay, Metcalf, Jonnu Smith. 26. Apparemment, c'est une des plus grosses additions de ces dernières années. La première équipe, c'était les Buccaneers qui avaient ajouté 32 Pro Bowl, mais ils avaient dit qu'il y en avait 31. Donc, ça ajoute de l'expérience, mais c'est peut-être également c'est l'ancienneté. Je trouve que c'est assez... À partir de combien de temps ça compte encore les Pro Bowl? Parce que Aaron Rodgers, il y en a 5 ou 6 dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Ça compte encore ou il y a prescription après? Moi, je trouve que c'est assez significatif cet ajout. On en reparlera un petit peu plus tard dans le développement de la franchise et le virage qu'on a opéré en termes de front office, en termes de general managers, en termes même de stratégie tout simplement. Là, on sent que je pense que Tomlin a envie de se donner une dernière chance, de donner une dernière chance à des joueurs comme Cam Hayward, comme TJ Watt, c'est un petit peu moins le cas, il est plus jeune, mais un gars comme Cam Hayward qui a été un soldat un petit peu toute sa carrière pour les Steelers, il a envie de lui donner une dernière chance d'aller taper un Super Bowl. Et je pense que la stratégie du front office par rapport à ces 2 dernières années a été de construire à la fois, et c'est là que c'est assez fort, quelque chose dans la continuité, dans l'avenir, avec la reconstruction, on en reparlera des tranchées par les tranchées, et en même temps une équipe compétitive où on ajoute des pro bowlers, donc des mecs qui savent gagner des matchs importants, des mecs qui savent éventuellement gérer un effectif, apporter de l'expérience à cette jeune équipe pour se donner une chance d'aller éventuellement taper un dernier Super Bowl. Et en même temps, on a fait une économie de pick de draft. On a stacké pour l'année prochaine pour une draft qui aura lieu à Pittsburgh. Polo, j'espère qu'il sera. Et en même temps, on prépare l'avenir. Moi, je trouve ça intéressant. Et je suis assez hypé par cette nouvelle stratégie, ce nouveau virage qu'on prend. C'est vrai que c'est une des choses les plus marquantes pour moi vraiment de cette off-season. C'était un petit peu de voir au fur et à mesure des moves et des semaines, qu'est-ce que le front office a vraiment en tête.
Et pour moi, ça n'a pas toujours été très très clair. Ça s'est un peu clarifié vers la fin. Et la façon dont je vois les choses, c'est que on a eu beaucoup de changements, comment dire, assez soudains et imprévus. Je veux dire, Jalen Ramsey, personne au début d'intersaison se serait dit il va venir. Minka qui fait le move dans l'autre sens, on l'a pas vu venir non plus. Pour le poste de QB, par exemple, on va drafter un mec au 6e tour, d'accord, mais on va drafter un mec a priori parce qu'on pense qu'il a des capacités. Et puis, on a un autre vétéran qui arrive avec un contrat d'1 an, avec, comme tu le dis, peut-être qu'on pourra en parler plus en détail plus tard. Clairement, les Steelers qui cherchent à maximiser le nombre de picks la saison prochaine à la draft Ça, ouais. pour monter au premier tour et aller chercher un QB, ils s'en cachent même quasiment pas du tout. Et c'est là que cette déconnexion pour moi est là entre le court terme et le long terme. Parce que tu prends Aaron Rodgers, c'est pour aller gagner maintenant. En tout cas, a priori, c'est qu'un contrat d'1 an avec un mec qui a une bague et 32 Pro Bowl à lui tout seul. Et de l'autre côté, tu as directement cette vue sur l'avenir. Est-ce que ça veut dire qu'on est entre deux chaises cette saison? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment deux choses compatibles? On essaie de gagner cette saison et on prépare la saison suivante en même temps. Moi, je, moi, je pense que vraiment le front office se donne les chances de faire de tenter en tout cas les deux. On a un jeu et on peut tenter deux bluffs, deux mises entre guillemets, tu vois. Et parce que c'est pas du bluff pour le coup. Je pense qu'une équipe, si elle tourne bien, qu'on est épargné par les blessures et que notamment nos vétérans jouent au niveau auquel on peut prétendre logiquement qu'ils jouent, je pense qu'on a un roster qui est quand même suffisamment complet et suffisamment qualitatif pour aller au moins en finale de conférence. Et en fait, après, t'es à un match d'un Super Bowl. Tu vois? Ah oui, attention, Voilà. après pour moi, une fois que tu es Voilà. en playoff, Voilà. tout peut Donc, arriver. donc, on sait, avec l'équipe de l'année dernière qui était quand même moins talentueuse que cette année, on a réussi à aller en playoff. C'est la grosse force de Tomlin. Il sait aller, il arrive à aller en playoff à chaque fois. Donc après, ça se joue à pas grand chose. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a cette année, qui est quand même, moi je trouve meilleure, alors elle est différente, mais elle est quand même, je trouve, dans l'ensemble améliorée, je pense qu'on est capable d'aller plus loin que l'année dernière. Donc après, on n'est pas si loin que ça. Et en même temps, bah, on a stack des pics, on a accumulé des jeunes joueurs, on est allé renforcer les tranchées. Tout ça, c'est des signes avant-coureurs de la reconstruction d'une franchise. Normalement, c'est pas compatible ces deux versions-là. Tu commences par quelque chose une Ouais. reconstruction, tu fais une croix sur les résultats pendant 1, 2, 3 ans, pour nos amis les Browns pendant 25 ans, Ouais. mais voilà, on leur fait un petit coucou. Mais voilà, c'est souvent pas compatible. Là, j'ai l'impression que malgré ça, on a une équipe qui est compétitive. Je trouve que ça fait assez plaisir comme façon comme orientation. Ouais, c'est intéressant. Après, tu dis à juste titre, à mon sens en tout cas, qu'effectivement l'équipe de cette année a plus de talent que l'année dernière. Où est-ce que tu vois, toi ou Polo d'ailleurs, le plus gros upgrade? Où est-ce qu'on a vraiment progressé, que ce soit en talent, système, peu importe, mais entre cette saison qui vient et la saison dernière? Moi, je pense que la défense est bien meilleure. Je pense que la défense, on peut légitimement, quand je regarde le roster de cette défense, je pense qu'on peut être la meilleure défense de la ligue cette année. En tout cas, on a le talent pour l'être. Après, il y aura toujours voilà, l'histoire des calls, l'histoire des blessures. On a déjà Derrick Cameron qui est out pour le premier match. Mais on a vu qu'un mec comme Yaya Black, par exemple, que j'ai trouvé super intéressant sur les matchs de pré-saison, on a vu que c'était un gars qui était directement, qui peut directement apporter. Un mec comme Jack Sawyer, c'est pareil, c'est un gars qui dans la rotation va pouvoir faire souffler un gars comme Ice Smith qu'on n'avait pas l'année dernière. On a des gars, le Darius Slay, comment il s'appelle, Joey Porter et Jalen Ramsey en poste de corner, bah c'est C'est très solide. fort. C'est très très fort. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir 3 corners comme ça dans la ligue de ce niveau-là. Et moi, petit quand même, c'est un petit truc que je sais pas pourquoi je sens. J'ai vu sur quelques bribes de jeu. J'ai beaucoup d'espoir dans Thornhill. J'ai vu Thornhill sur les matchs de Ah ouais? pré-saison. Ouais, j'ai vu Thornhill sur les matchs de pré-saison. On avait parlé l'année dernière de l'apport de Fitzpatrick et je me souviens avoir dit sur le podcast que j'avais fait avec vous, je trouve qu'il est pour l'instant trop payé pour ce qu'il nous apportait. Et je pense que c'est la même réflexion qu'a eu le front office par rapport à ce que finalement ce qui coûtait et ce qui rapportait sur le terrain. Donc là, ils l'ont enlevé, ils ont pris Jalen Ramsey qui apporte autre chose, mais je pense aussi qu'on risque de le voir sur des postes de safety sur certains packages. Ils ont récupéré Jonnu Smith
qui est une arme offensive intéressante. Et ils ont pris ce gars, Thornhill, qui a fait quand même, il me semble, fait un Super Bowl. Il en a gagné un, il me semble, avec les Chiefs. Ou en tout cas, il en a fait un avec les Chiefs avant de Possible, ouais. partir aux Browns. Et après, aux Browns, ça a été plus compliqué, mais bon, encore une fois, le contexte des Browns est toujours un petit peu difficile à cerner et à évaluer la valeur d'un joueur dans ce système. Mais moi, je l'ai vu jouer. Et en fait, il me donne l'impression d'être un peu le même joueur. J'aime bien cette expression que tu as, Romain, de safety un peu zinzin. Tu sais, comme tu disais par rapport à Deshaun Elliott, tu disais Ouais. c'est un mec un peu zinzin. Et ben moi, Thornhill, il me fait penser un peu à ce gars-là. Et je pense, j'ai bon espoir qu'il fasse une belle saison et qu'on voit pas spécialement, voilà, pas la différence, tout est relatif, sans manquer de respect à Fitzpatrick, hein, mais que ça soit pas spécialement une faiblesse, voilà. On va y revenir parce que j'avais plein de choses à dire aussi sur Secondary. Je pense que je suis un peu comme toi. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent qu'on ne sait pas encore. Mais je vais quand même laisser une chance à Apollo de nous dire, est-ce que toi tu vois un autre secteur du jeu où vraiment on s'est amélioré de manière évidente? Ben, en fait, j'essaie de réfléchir. Je ne sais pas s'il il y a un secteur où je sais qu'on s'est amélioré, mais on peut espérer qu'on s'est amélioré sur les deux lignes, je dirais, offensive et défensive. Euh, Offensive, on a Fautanu, on espère on va enfin le voir. Broderick Jones qui retourne à gauche, de ce que je comprends. Donc on peut espérer que les deux lignes soient bien meilleures. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'elles vont l'être avec certitude. Le thème pour moi sur les deux lignes, sur les deux lignes, pardon, c'est vraiment c'est deux choses qui vont ensemble. C'est la jeunesse et du coup les incertitudes qui viennent avec. Broderick Jones, on sait qu'on a eu du bon sa première année, du beaucoup moins bon après, qui va repartir de son côté. Alors tout le monde se dit un petit peu, ça fait 2 ans qu'on nous dit que Broderick a du mal parce qu'il n'est pas de son côté. Est-ce que personnellement, je suis certain à 100% que de l'autre côté, ça sera mieux? J'espère, parce qu'effectivement, il a son expérience de collège à ce poste-là, mais il y a tellement d'autres joueurs qui ont su s'adapter que je me dis, même s'il est meilleur qu'à droite, il ne va pas être pro bowler, tu vois. Fautanu, apparemment, il a montré de très belles choses au training camp cette saison. Super, j'en suis ravi. Expérience en match, il a quoi, un match ou deux la saison dernière avant de se blesser. Incertitude, ligne défensive d'Eric Harmon que j'aime bien, déjà blessé, mais surtout rookie. Yaya Black, t'en parles aussi, qui nous a fait des belles choses, en particulier les célébrations. Euh, Pareil, c'est un rookie, même si à son visage, tu as l'impression qu'il a 41 ans Ouais, et qu'il est mécanicien et qu'il fume 2 paquets de clopes par jour. c'est ça. Mais voilà, le mec est cool. Mais voilà, beaucoup d'incertitudes quand même sur cette ligne, sur ces deux lignes. Et c'est un peu ce que je disais déjà la saison dernière, avant le début de la saison. Pour moi, ce qui marque un peu les Steelers depuis 2-3 ans, c'est qu'on donne les clés du camion aux joueurs beaucoup plus tôt qu'on le faisait avant. Ouais. Je parlais de Pickens la saison dernière. Après, est-ce que c'est un changement du côté des Steelers ou est-ce que c'est la ligue qui est comme ça et maintenant ça va beaucoup trop vite? Tu as investi un choix de premier tour, le mec doit jouer tout de suite, quoi. Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que c'est les deux dans ce que tu dis. Alors moi, je te rejoins à 75%. Pour moi, il y a moins d'incertitude sur la ligne défensive. Sur la ligne défensive, la défense, c'est une équipe de papa qu'on a. Tu vois, et insérer un Derek Harmon ou un Yaya Black dans une depth chart défensive actuellement, avec l'expérience qu'il y a autour d'eux, pour moi, il y aura pas. Je pense pas qu'on ait de problème sur la ligne défensive. Je pense vraiment que l'intégration de ces deux joueurs, elle va se faire naturellement. Sur la ligne d'attaque, là, je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse incertitude sur les postes de tackle. Mais pour moi, le plus gros ajout, si on parle de ligne d'attaque, c'est surtout qu'ils ont un an d'expérience supplémentaire. Et pour des jeunes joueurs, là, je regardais le nombre de matchs qu'ils ont joué l'année dernière, ces joueurs de ligne d'attaque. Bah, en vrai, McCormick, Frazier, tous ces gars-là, ils ont une année de plus dans les pattes. Et Fautanu, même s'il n'a pas joué, il a quand même une année dans la Ligue Pro. Même si je suis d'accord avec toi, ça remplace pas des matchs, mais voilà. Donc pour moi, ces Ouais. trois-là, plus évidemment ce Malo, pour moi, ça va le faire. Je pense que ça va le faire, ces quatre-là. L'incertitude, vraiment, elle est sur Broderick Jones. Et comme en plus, c'est un poste de left tackle, là, ouais, effectivement. On sait en plus que Rodgers, c'est pas vraiment un mec élusive. Donc, ça peut. Surtout Ouais, à à 41 ans. 53 ans, Ouais, voilà, exactement. pareil. Donc là, effectivement, ça peut. Moi, je pense que la vraie incertitude, elle va se trouver à ce niveau-là. Et justement, à ce poste de quarterback, pensez qu'on s'est amélioré ou pensez que c'est mieux que l'année dernière? Ouf, oh la bonne question, Paulo. Ouais. Tu m'as pris de court là. Ça, c'est la patate chaude, hein.
Ça, c'est la Ah patate ouais, chaude. là, c'est Ouais. dur, là. C'est dur parce que moi, je sais pas si vous avez vu ces vidéos là. Il y a quelques vidéos un peu virales qui tournaient sur les réseaux sociaux de Rodgers à l'entraînement. Et t'as l'impression qu'il a 60 ans. T'as l'impression, il fait des exos de drop back, de quarterback. Moi, je fais un peu les mêmes avec mes quarterbacks à moi. Et au niveau du jeu de jambes, je suis un amateur, ça va beaucoup plus vite que lui. Et il a 41 ans, on a le même âge, lui et moi. Et quand je vois ça, je me dis, ça fait peur, ça fait vraiment peur la vidéo. Alors est-ce qu'il est tranquille, on le connaît, c'est un mec qui est bon, voilà, qui économise ses efforts, il n'a pas joué de la pré-saison. Voilà, moi j'ai vraiment hâte, c'est le point d'interrogation, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai jamais été un grand fan de Rodgers quand il était aux Packers, même quand il était prime. Maintenant il est aux Steelers, son quotient, comment dirais-je, popularité avec moi augmente un peu, mais est-ce que ça va servir pour nous, est-ce que ça va suffire pour nous faire Passer gagner? de 0 à 1. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Après, Polo, la question que tu poses finalement, on parle du poste en général. Soyons honnêtes, on s'en fout complètement des remplaçants. Si on est honnête, surtout avec un titulaire qui a un contrat d'1 an, avec 99% de chances qu'on aille chercher un mec au premier tour l'année prochaine, que Rudolph soit là, Skylar Thompson, très bien, mais très honnêtement, si on est à je sais pas, 4-8 après les 12 premières semaines ou les 13 parce qu'on a une bye week assez tôt, bah, il n'y a rien pour construire sur le futur. Hein. Will Howard, je pense pas qu'on le jette au lion comme ça. Donc c'est Rodgers, c'est rien d'autre. En gros, la question, c'est est-ce que Rodgers nous donne plus de chances de gagner cette année que Wilson l'année dernière? Je me trompe? Espérons qu'il ne se fasse pas les croisés sur son premier match à New York, comme, comme il avait Avec les Jets il y a commencé 2 ans. sa carrière. Ouais. Moi, je lui ai interdit de courir sur le terrain. J'ai dit, viens, on te porte. Ouais, On mais t'amène la chaise. le problème, c'est que contre les Jets, il court même pas, hein, c'est un drop back, hein. C'est une remise à un running, je crois. Ça, c'est vrai. Et il se pète sur ça, hein. Il se fait un tendon d'Achille là-dessus. Donc, Wow. bon. Moi, je pense que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Romain, je pense que si on est au bout de. Je sais pas, j'ai pas regardé exactement quand tombait la trêve, mais. Enfin, quand tombait la bye week, mais je pense que si on a Semaine trop 5. de. Pardon? Week? Semaine 5, juste après Ouais, le match en Irlande. c'est un peu tôt, semaine 5. Mais je pense que si aux alentours de la week 10-12, dans ces eaux-là, on est vraiment à la rue, moi je pense qu'il y a un monde où si on est vraiment à la rue, qu'il n'y a pas il y a pas d'espoir, ce qui est possible, hein, ce qui est possible, j'espère pas, mais ce qui est possible, je pense qu'il y a un monde où on peut faire jouer Ward, hein. On peut faire jouer Oui, Ward. bah, je pense aussi, mais Mm. c'est un peu ce que je mettais sur Twitter depuis quelques semaines. Ok, admettons, tu coupes la saison en deux. Après 9 matchs, on dit c'est mort, cette saison, c'est fini, on n'ira nulle part. Tu mets Howard. Qu'est-ce que Howard peut faire pour que ça change ta stratégie de draft quelques mois plus tard? Une Brock Purdy. Tu penses vraiment? Bah, on a déjà vu par le passé des mecs draftés tard réussir. La proba est faible. La proba est faible. Mais Oui, mais pour si, moi, la différence, c'est que là, on est vraiment dans une optique tellement claire de prendre un mec au premier tour la saison prochaine, hmm, et on est dans cette optique déjà depuis avant la draft de cette année, tu vois. regarde, il y a deux options. Il y a deux options si tu résumes ça. Imaginons qu'on soit dans ce cas de figure qui soit vraiment tranché. Le pire, ça serait qu'on soit vraiment dans un truc un peu bâtard, tu vois. Et là, effectivement, on va Ouais. hésiter entre continuer avec Rodgers, lancer le jeune pour voir et tout. Bon, mais mettons que le cas soit tranché, on est out, etc. Tu mets Howard. T'as deux issues possibles. Soit le mec surperforme, est très bon à la Brock Purdy, et tu te dis, bah, ok, on prend pas de risque l'année prochaine sur nos choix de draft, on monte pas dans la draft, et on prend des gars pour l'accompagner et pour continuer, tu vois. Quitte même à encore stack pour l'année prochaine des choix de draft pour l'année d'après. Tu vois, si par exemple un Archie Manning se retrouve à reporter sa draft à l'année suivante, tu vois, c'est Mhm. aussi une probabilité qui est possible, enfin, qui est envisageable. Soit le mec fait pas l'affaire, et dans tous les cas, à la draft, bah, t'auras perdu des places, t'auras tanké, entre guillemets, sans le vouloir. C'est-à-dire que il Ouais, t'aura ouais. pas fait gagner des matchs, tu monteras dans les tours où tu as des pics, et tu peux te rendre une sélection de QB peut-être plus facile. Ouais. Le doute que j'ai vraiment là-dessus, c'est, admettons, tu fais rentrer Howard, il joue les 9 derniers matchs de la saison. S'il gagne les 9 matchs en mettant 4 touchdowns à tous les matchs, là, d'accord. Tu peux te dire, OK, on abandonne la Ouais. saison prochaine. S'il gagne, je sais pas, il fait 6-3, même 7-2 sur les 9 derniers matchs, et qu'il a des bonnes stats, tu vois, il tourne à 2-3 touchdowns par match, une interception tous les 2 matchs, tu vois, des bonnes stats solides, qui en théorie, si c'est un mec que tu as drafté il y a 2 ans qui progresse, tu dis, ouais, très bien, on est content avec lui. Est-ce que c'est assez pour se dire, attends, la draft du siècle des QB l'année prochaine, on va la zapper, sans savoir si ça peut être
2, 3, 4, 5 ans plus tard la prochaine opportunité. Tu vois, pour moi, c'est là que c'est vraiment difficile et je pense pas qu'on a de réponse. Personne n'a de réponse, y compris Will Howard, y compris Mike Tomlin. Je pense. Voilà, Ouais, c'est la fin de ce podcast, on n'a pas de réponse. non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que de toute façon, on aura des picks pour l'année prochaine pour faire quelque chose à la draft. Alors, moi, je sais pas, Polo, peut-être par rapport à votre vision aux États-Unis, la draft de l'année prochaine, je sais qu'en termes de quarterback, elle est vraiment bien vue, elle est stack. Mais est-ce que vraiment elle est vue comme la draft du siècle en quarterback? Est-ce que vraiment cette draft-là, on se dit, là, il y a il y a trop de franchises quarterback, on peut pas passer à côté? Je regarde pas, enfin, je regarde un peu le championnat universitaire, mais pas, je regarde pas tous les matchs. Ce qu'ils disent toujours, c'est que l'année dernière, je crois, t'avais en gros, en début de saison, ils te disent, lui, il va être pris en premier, Ouais, il va être pris au premier round, et au final, le classement est complètement changé à la fin. à quelques semaines de la draft. Donc, c'est compliqué. Je crois qu'il y a que, de ce que j'entends, il y a que Manning qui est vraiment, qui fait un peu l'unanimité. Euh, mais ouais, j'en sais pas. Tu vois, si par exemple un Manning se retrouve à déclarer, parce qu'on ne sait toujours pas si l'année prochaine, je ne sais pas si ça a été dit ou pas, mais à un moment donné, il y avait une hésitation sur le fait qu'il se présente l'année prochaine ou qu'il retarde d'un an. Ouais. Si un mec comme Manning, par exemple, retarde sa draft d'un an, tu vois, ça peut être une raison de plus pour se dire, bah ok, on lance Will Howard et on voit ce que ça donne, tu vois. Et si l'année prochaine, on est chez n'importe quoi, on est pick 10 au lieu d'être pick 15, ou on est pick 10 au lieu d'être pick 6 par exemple, sans mauvais jeu de mots, bah je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas C'est la vrai que fin ça, du monde. ça montre vraiment le cas à part du poste de QB parce Ah que oui, la façon dont j'explique toujours aux gens qui ne suivent pas le sport autant que nous, c'est bah, en fait, c'est un job dans le monde où tu as, allez, dans un bon jour, tu as 12 mecs au monde qui sont capables d'être assez bons pour aller gagner le titre suprême. Dans le monde entier. C'est-à-dire que tu as déjà 2 tiers de la ligue, ils font avec ce qu'ils ont et on sait qu'ils n'iront jamais jusqu'au bout. Et c'est pour ça que baser le futur sur des QB que tu n'as pas encore, c'est impossible. Parce que souvent, on parle de QV. Moi, j'en parlais quand on a drafté Kenny Pickett, où tout le monde disait c'est une des pires QV de QB de, de tous les temps. Bon, à la fin, ils avaient raison. Mais ce que je disais, c'est que je m'en fous un peu de la QV, tu vois. Il suffit qu'un mec soit bon et qu'on comprenne ce mec-là très bien. À l'inverse, tu peux avoir une QV avec 8 super mecs l'année prochaine. Bah, si tu arrives à monter qu'en 9e position et que les 8 équipes Bart. devant toi prennent leur mec, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec cette idée de, voilà, s'il y a ce mec-là, peut-être qu'on peut monter. Un franchise QB, il y aura toujours beaucoup d'équipes qui le voudront, qui sont Là, prêtes à monter. je, je, Si tu je- es sur l'idée Archie Manning, tu ne seras pas tout seul dessus, quoi. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Surtout si c'est un an après. Parce que si c'est Ouais, l'année ah ouais, prochaine et qu'il est dans la cuvée des autres, tu te dis peut-être qu'on l'aura pas, peut-être qu'on peut essayer de l'avoir si vraiment on met beaucoup dans la balance, peut-être qu'on peut essayer de choper on va dire le premier pick d'une équipe qui a besoin d'un quarterback parce que c'est ça qu'il faut viser. Peut-être. Maintenant, l'année prochaine, il y a quand même énormément de bons quarterbacks visiblement qui se présentent, enfin qui normalement devraient être à la draft. Même un mec comme Lanoris Sellers, je crois il s'appelle, un QB là, qui est un très bon quarterback et qui est vu du coup qui aurait pu être dans les années précédentes top 10, tu vois, et qui l'année prochaine est projeté plutôt premier tour, mais plutôt bottom, quoi, tu vois. ouais. Et quand je regardais les équipes qui sont prédites cette année avec un bilan genre bottom 5, les 5 équipes vraiment du fond là cette année, alors je sais plus, il y avait les 2 équipes de New York, il y avait les Panthers, il y avait les Cleveland. Titans, il y avait les Colts. Voilà, c'était à peu près ces équipes-là. En fait, quand tu regardes déjà dans ces équipes-là, Les Browns, il y a peut-être les Browns, ouais, exactement. oh, Peut-être pas les Browns. peut-être, Voilà. tous les ans. Mais en gros, il y avait 5-6 équipes qui étaient vraiment basées assez faiblement dans les prédictions. Et en fait, ces équipes-là, elles ont déjà, pour la plupart, des quarterbacks qu'elles ont draftés cette année au premier tour. Tu vois, les Titans, ils ont pris Cam Ward cette année. Ouais, Ça m'étonnerait que l'année prochaine, ils aillent sacrifier. Ou alors, si vraiment il leur a montré des trucs dégueulasses cette année. Mais sinon, il y a peu de chances ouais. qu'ils aillent chercher un quarterback l'année prochaine.
Pareil, les Browns, ils ont drafté 8 QB cette année. Il y a quand même, non, mais je veux dire, voilà, Et peut-être qu'elle signer est, 3 autres. ouais, et signer 3 autres en free agency, et tout ça pour donner les clés de la maison à Flacco. Bon, tu C'est vois, génial, les Browns, j'adore. ouais, chaque année, c'est vraiment un spectacle. Donc, tu vois, il y a aussi ça qu'il faut rentrer en ligne de compte. Ouais. À voir sur qui ils ont flashé peut-être l'année prochaine à la draft, nos general managers. front office. J'ai l'impression qu'on a fait le prévu de la saison prochaine avec 1 an d'avance pour l'instant. C'est fort possible. Mais revenons du coup sur cette année, l'autre gros changement en attaque, parce qu'après, je pense qu'on va parler beaucoup de la défense aussi, c'est effectivement DK Metcalf qui arrive. Et pendant, je crois, 4-5 jours, on s'est dit super, on a 2 receveurs avant que George Pickens soit envoyé à Dallas. On nous a fait un super match à la George Pickens hier. D'ailleurs, je crois 2 réceptions, c'est ça, et une faute personnelle je sais pas ce qu'il a voulu faire Et au sa mec, faute mais personnelle leur coûte quasiment le match. Parce voilà, que du sa faute cheating. personnelle, alors c'est facile de dire ça quand tu vois après ce qui se passe, mais le match finit à 24-20 pour les Cowboys, pour les Eagles, et les Cowboys dans le dernier quart ont une balle ils arrivent dans la red zone adverse, et je crois sur la deuxième tentative, alors qu'ils sont relativement bien placés pour obtenir un first down, euh, Pickens fait une faute personnelle en balançant un DB qui vient essayer de le bloquer, enfin qui vient essayer de traverser son bloc, en le balançant, en le saisissant par le casque ou par la grille, je sais plus trop. Du coup, ils prennent une faute personnelle, ils reculent de 10, ils sont obligés de faire un jeu un peu risqué, et ils font fumble. Alors c'est pas de sa faute Oh là évidemment, hein. là là là. Et les Cowboys font Ouais. fumble, recouvert par un mec des Eagles, et au final, ils perdent de 4 points le match. Alors c'est pas le timing est pas exactement ça, mais quand tu vois les Ça conséquences que coûte. ça a, l'effet papillon en fait, tu vois, Ouais. c'est un peu catastrophique. Après, tu sais, je suis en train de penser pendant que tu racontes ces choses-là, je me dis, bon, certes, c'est bien qu'on ait plus ce genre de problème, mais DK Metcalf, il a quand même un historique aussi de bonnes décisions comme ça. Donc, je ne vais pas trop tu vois, comment dire, me Ah, lâcher sur George Pickens parce il que est quand lui, il même n'est pas moins là, il ne faut zinzin pas que le défendre. Pickens, hein. Il est quand même Ah, moins zinzin j'espère. que Et, Pickens. et le mec qui le rend zinzin, c'est Jalen Ramsey. On l'a ramené dans l'équipe. C'est Donc, a ça. priori, On a pris les limite, c'est deux. la seule raison pour laquelle on a pris Ramsey. Ouais, Comme c'est ça, peut-être ça. on va être tranquille. Mais voilà, donc le poste de receveur. Metcalf est arrivé, Pickens est parti. Pas de vrai autre changement. Je suis un peu déçu que Robert Woods, celui que j'avais commencé à appeler Bobby Bois, a demandé à être relâché cette semaine de la practice squad, juste pour le nom. Mais sur le poste, donc on va partir avec Calvin Austin, a priori numéro 2. Roman Wilson, qui n'a quasiment pas joué, je crois qu'il a fait 3 snaps la saison dernière, a priori devient le numéro 3. Et puis, il y a cette addition de Jonnu Smith qui, effectivement, est un tight end sur le papier, mais qui a une panoplie un peu plus grande et qui peut jouer Ouais, il va jouer dans aussi à toute des la postes de receveur, y compris d'ailleurs, il a pris des snaps en tant que running back dans le passé. Donc voilà, je pense que l'addition de Jonnu Smith, en théorie, c'est peut-être comment dire, euh, le supplément que tu as parce que tu n'as pas de receveur numéro 2. C'est lui qui va prendre un petit peu cette place-là. Je me trompe? Je regardais l'année dernière, 88 réceptions, 884 yards, 8 touchdowns Solide, hein? pour Jonnu Smith. C'est intéressant. Après, le problème, quand hier je regardais le match des Cowboys, oui, Pickens a ses problèmes, mais il y a quand tu vois Sibyland et Pickens de chaque côté, je trouve ça force quand même la défense à devoir s'organiser. Ouais. Et le problème que j'ai avec le fait qu'on est que Metcalf en threat numéro 1, c'est que comme l'année dernière, la défense va se concentrer sur lui. Et donc, je pense que ça limite un peu les options. Après, je suis sûr que Arthur Smith va nous faire une attaque à trois tight ends. Ah oui. Il va nous trouver. il va être créatif à ce niveau-là. Mais avoir une attaque avec plusieurs threats comme CeeDee Lamb et Pickens, ça doit aider quand même. Ça force l'équipe ça enlève des joueurs de la défense de la ligne, quoi, et ça les éloigne. Thomas, en tant que coach, toi, si tu as ces deux situations en face de toi, tu as une attaque avec un receveur star qui vraiment va attirer toutes les attentions, est-ce que ça laisse pas un petit peu la place aux 3 autres s'ils sont suffisamment bons derrière
pour prendre ses espaces et se libérer un peu plus facilement? Ou est-ce que tu préfères avoir deux gros mecs, tu dis peu importe, sur ce play-là, ils vont se focaliser sur lui, ils vont envoyer le safety de son côté, j'envoie de l'autre, et inversement. Alors, moi je suis coordinateur d'attaque. Donc, moi, je vais parler de système d'attaque et je suis plus un coordinateur d'attaque. Alors, évidemment, quand tu es coordinateur d'attaque, tu sais aussi comment fonctionnent les défenses, sinon tu n'es pas un bon Bien sûr. coordinateur d'attaque. Arthur Smith, quand il a dirigé Tennessee, je crois, c'était l'équipe de Tennessee qu'il avait, c'était sa meilleure Ça, ouais. saison. Il Ouais. s'appuyait sur, à l'époque, un petit jeune en poste de receveur qui s'appelait Edgy Brown, qui était juste le même receveur que DK Metcalf, le même genre de mec, un grand mec bien stock, qui bloque très fort et qui est très très bon dans le 1 en 1 contre 1 réception contestée. Et derrière, il avait un contingent de receveurs différents et surtout un jeu de course de zone, un jeu avec pas mal de play action et un jeu avec 3 tight ends, 2 ou 3 tight ends. C'est exactement la pattern qu'on retrouve cette année sur la construction du roster Steelers, avec 3 gros tight ends, un tight end qui bloque très très fort, qui est presque un 6e homme de ligne, 2 tight ends de réception avec en même temps des capacités de bloc qui sont des gars globalement que tu peux faire bouger, tu peux en mettre un de chaque côté, créer de la menace et surtout créer ce qu'on appelle des mismatchs, c'est-à-dire envoyer Mhm. une équipe avec un personnel, ce qu'on appelle 12, c'est-à-dire 2 tight ends et 2 receveurs. Et du coup, envoyer ces fameux tight ends en mismatch sur des linebackers qui sont soit moins solides, soit moins rapides, soit tu mets des corners ou des safety sur ces gars-là, mais par contre ils vont être moins puissants. Donc sur le jeu de course, tu vas gagner des duels sur les jeux de course. À côté de ça, il a un jeu en zone, une course en zone, et on vient de drafter un coureur, Caleb Johnson. Caleb Johnson, qui est un spécialiste de l'outside zone, qui est exactement le schéma de course que joue Arthur Smith. Donc on est quand même sur des patterns qu'on retrouve sur ce que faisait Arthur Smith avant. Maintenant, pour parler des receveurs, parce que c'était ça le débat, on a ensuite, si on prend derrière DK Metcalf, on a ensuite Calvin Austin, qui est ce que j'appelle un stretch receiver, c'est-à-dire un receveur qui va t'étirer le terrain en allant chercher de la menace profonde et en faisant reculer, en obligeant les safety et les corners à avoir on va dire, une certaine sécurité dans leur couverture. Et derrière, et ça je pense qu'il faudra voir cette année comment ça va se passer, mais moi je vois bien une bonne saison pour un gars comme Roman Wilson s'il est épargné par ses blessures. Apparemment, le front office a une haute estime de ce gars-là quand même parce qu'ils sont pas allés chercher C'est vrai. un receveur supplémentaire cette année. Ils auraient pu, il y en avait encore il y avait quand même avant qu'il prenne sa retraite à Amari Cooper. Il y avait Gabe Davis qui était disponible encore assez tard. T'avais des gars, tu pouvais aller chercher des gars qui sur le papier possédaient plus de références que Roman Wilson. Et ils n'ont pas fait, comme ils sont pas non plus allés chercher des safety à la place de Thornhill qui était largement disponible aussi. On pense à Justin Simmons, on pense à Diggs, on pense à des mecs comme ça. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans ce gars-là. Et Roman Wilson est un receveur, outre qu'il bloque bien, est aussi un receveur, entre guillemets, court et middle zone. Donc on peut s'attendre à avoir un rôle pour ce gars-là qui va être d'aller chercher des interzones, qui va aller chercher des tracés, qui va pouvoir bénéficier du fait que Austin a stretch et que DK Metcalf a toute l'attention de la défense, peut-être même des double cover. Et on va avoir un Roman Wilson qui va aller chercher, ou un Pat Fryermuth qui vont aller chercher, ou Johnny Smith qui vont aller chercher des interzones. Il fait des bons matchs de pré-saison, hein. Ouais. Roman Wilson, celui qui a plusieurs réceptions longues. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va. Moi, je serais pas surpris. J'attends de voir juste comment il va réussir à. Parce que quand tu reviens d'une blessure comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis c'est sa première année, l'air de rien, hein. Vraiment, véritablement. Moi, j'attends de voir comment il va se comporter. Mais pareil, Aaron Rodgers, ça avait l'air d'avoir une relativement bonne image de ce gars-là, même s'il avait l'air de dire qu'il réfléchissait trop. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir un joueur de foot qui réfléchit trop. Et Scotty Miller également. Scotty Miller, Qui s'accroche, ouais. exactement. Scotty Miller qui est là, qui a fait une très bonne pré-saison. Pareil, un gars, Scotty Miller, moi je pensais quand on l'a signé, je pensais que c'était un mec qui avait 30 et quelques piges. En fait, non. C'est un gars, je crois, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un gars qui a 26, 27 ans, un truc comme ça. Non, c'est vrai. Ah, j'ai été surpris de voir son âge. Je pensais que c'était un gars qui était plus âgé que ça. Je dis peut-être des conneries, hein, mais Ah, t'as raison, 28 ans. tu vois, voilà. 28 ans, Et Scotty en Miller. fait, j'ai été surpris parce que Scotty Miller, c'est un gars qui est passé par pas mal d'équipes. Il a joué dans les Buccaneers quelques années. Je me demande même s'il a pas joué euh, Avec Brady, là, joué. avec Brady, exactement. Et il devait être du coup jeune, parce que c'était quand même il y a quelques années. Et c'est un gars qui a pas mal d'XP, qui a l'air de quand même monter. À chaque fois, il est dans les rosters. Chaque fois, il arrive à être dans les, tu vois, dans le coup.
qui fait des bons matchs de pré-saison. 4e receveur, un mec comme ça, j'attends de voir ce que ça peut donner Et ne pas oublier Ben Skowronek, quand même. sur nos Le mec spécial qui allait teams. nous faire le match de l'année dernière avant de se blesser après 2 catchs sur 2 passes. Faut pas l'oublier, c'est le petit chouchou du podcast. Je pense qu'il nous fera gagner un match cette année. Je sais pas Ben lequel. Skowronek, super gunner, ce qu'on appelle sur les spécial teams, super chasseur. Ok, c'est vraiment. Je suis surpris d'ailleurs qu'on n'ait pas pris James Pierre de l'autre côté parce que c'était un bon duo de gunner. Il est Mais parvenu sur la il est sur practice la squad, practice James Pierre, squad. d'ailleurs. Ouais, James Pierre, il est sur la practice squad. J'ai hâte de. Enfin, je veux pas dire que c'est la grosse hype, mais j'ai hâte de voir qui va être le deuxième gunner. Mais Après, j'ai pas les règles précises en tête, mais les franchises peuvent élever des joueurs oui, de la practice squad ouais, pour un certain nombre de matchs dans la saison, je c'est crois. ça. Ouais. Donc, je ne serais pas surpris de voir James Pierre dans cette situation-là en début de saison et peut-être remonter sur le roster après une blessure, si blessure il y a. Petit point technique, Thomas, tu as parlé de personnel 12. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, tu veux expliquer rapidement ce que ça veut dire ou C'est juste une nomenclature en fait qu'utilisent les systèmes offensifs de NFL, enfin les systèmes football américain, pour en fait donner un moyen mémotechnique pour situer des postes. Donc en gros, en fonction du nombre de running back, du nombre de tight end, du nombre de receveurs, en fait on schématise ça par des numéros pour pouvoir avoir appelé une formation ou en fait un nombre un personnel spécifique. Voilà. Ouais. Donc, vous allez souvent entendre 12, comme on l'a dit ici, mais vraiment, ça serait plus un 1, 2. Le premier chiffre, c'est le nombre de running back, et le deuxième chiffre, c'est le nombre de tight end. Et après, Exactement. de là, vous pouvez déduire un QB, 5 joueurs de ligne, et le reste, ça vous donne le nombre de receveurs. De receveur, c'est ça. C'est J'ai exactement ça. Ça raison, permet d'avoir une idée plus rapide pour de quel style. Ça veut pas, ça détermine plus le personnel que la formation. Parce que tu peux avoir deux tight ends mais qui sont débalancés du même côté. Voilà. Tu pourras, voilà. Mais c'est l'idée de le personnel. Ouais. Et c'est là aussi, Polo en parlait tout à l'heure, qu'effectivement, on a vu dans l'intersaison, je ne crois pas que ça a été fait en match, mais ça avait été fait à l'entraînement, où effectivement Arthur Smith avait sorti un personnel 0-4. Donc Ouais, pas de running back, 4 tight ends en même temps. ouais. Donc Fryer Moose, Jonu Smith, Darnell Washington et Connor Hayward. Je pense que c'est un petit peu du jamais vu. Il y a des gens qui disaient c'est un petit peu le rêve de toujours d'Arthur Smith de pouvoir aligner 4 tight ends. Donc, ça peut être intéressant parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup parlé des tight ends et puis je pense on va s'arrêter rapidement sur l'attaque. Mais Darnell Washington a l'air d'avoir fait un sacré effet sur Aaron Rodgers. Et si on commence à utiliser le mec géant dans les zones où un géant ça aide, ça pourrait être pas mal. Ah, puis quand tu te retrouves avec en red zone, quand tu te retrouves avec 6 hommes de ligne plus Darnell Washington, parce que tu peux jouer une formation avec un extra tackle en red zone, Ouais. ok, donc tu peux te retrouver avec globalement une ligne de 7 linemen, ok, parce que Darnell Washington, de ce que je voyais là il y a pas longtemps, vu que notre ami Broderick Jones a perdu du poids, il me semble il est plus imposant que lui maintenant C'est sur pas la ligne. possible. Ouais. Non, mais C'est possible. je suis quasiment sûr de ça. J'avais vu qu'il avait perdu du poids, Broderick Jones, même de façon un peu, même pas inquiétante, mais en tout cas, on pouvait se questionner un petit peu sur Ouais. le pourquoi du comment. Et Washington était plus lourd, plus massif que lui. Donc tu crées des mismatchs, c'est pareil. En fait, vraiment le truc d'Arthur Smith, c'est de créer des mismatchs. Et quand tu as une formation avec 4 tight ends, bah, ou même 3 tight ends, parce que Connor Edwards, bon, il est plus dans un rôle où il peut être tight end, Il est mais il peut listé courir. fullback. Il est Voilà, listé il peut fullback sur le courir. roster. Bah, en fait, tu te mets dans une situation où les équipes en face, elles doivent défendre à la fois 4 tight ends, c'est un peu particulier, mais 3 tight ends, un run, par exemple, tu dois couvrir la course parce que tu as une grosse ligne. Tu vois, tu as une très grosse ligne, tu dois couvrir la course, donc tu vas être obligé de renforcer ta box, tu vas être obligé de mettre du personnel un peu plus lourd. Donc des backers, des strong safety, tu vois, et renforcer ta ligne défensive éventuellement si tu veux couvrir du court, de la course courte. Et en même temps, si tu as des gars comme ça qui sortent pour attraper des passes, bah, tu vois, un backer ou un safety, il va être pris de vitesse. Enfin, un backer va être pris de vitesse. Un safety va être pris sur le gabarit contre un gars comme Darnell Washington. Tout le monde est pris au gabarit, mais bon, et c'est ce C'est genre pas de faux. mismatch que tu vas chercher à créer en attaque. Est-ce qu'on passerait pas rapidement par la défense? Il y a eu aussi des gros changements. On a parlé de Jalen Ramsey qui est arrivé, donc, dans un trade qui a envoyé Minka à Miami, là où on l'avait récupéré il y a quelques années. On a aussi vu Darius Slay qui est arrivé de Philadelphie. Champion titre. Comme tu disais, Thornhill qui effectivement est arrivé aussi en free agent. Ça fait pas mal de changements et pas mal de théories sur l'utilisation possible de tous ces joueurs. Alors, je suis allé voir sur le roster la depth chart officielle des Steelers qui a été relâchée, je crois, hier ou avant-hier. Mhm. Et c'est Jalen Ramsey qui est listé en
nickel corner, donc dans le slot, avec Joey Porter et Darius Slay sur les côtés, effectivement Thornhill en free safety. Est-ce que ça veut dire quoi que ce soit? Parce qu'effectivement, il y a des rumeurs plus ou moins confirmées comme quoi Ramsey pourrait éventuellement jouer des snaps au poste de free safety et qu'en fonction des match-ups, etc., on pourrait avoir Slade dans le slot aussi. Est-ce que cette flexibilité dont on parle est réelle? Est-ce qu'on va le faire? Ou est-ce que c'est un petit peu pour brouiller les pistes plus qu'autre chose? Allez, Polo, c'est à toi, mouille-toi. C'est toi le spécialiste, Thomas. Ouais, mais tu peux, je te laisse, je te donnerai mon avis après. Moi, sur cette zone du terrain, je regardais ce matin, l'année dernière, on est 25e en passing yards allowed, 25e dans la ligue. Donc, j'ai l'impression que ces changements-là, c'est pour adresser justement cette zone du terrain. 25e, c'était un des défauts principaux de cette défense. Donc, je pense que tu as entièrement raison, Polo. La défense des Steelers l'année dernière avait, c'est triste de dire ça, parce que c'est quand même, on va dire, que deux faiblesses, c'est quand même des grosses faiblesses. La course et la passe. Voilà, c'est presque ça. Ça va revenir presque à ça. Mais elle se faisait les équipes qui avaient du gros run heavy offense. Donc Baltimore, les Bills, des équipes comme ça qui sont des candidats directs dans la FC, enfin dans la poule pour les Ravens. On avait du mal à stopper leur jeu de course. Donc il fallait apporter, notamment sur la ligne défensive, du renfort sur le jeu de course. Ça c'est sûr, c'était annoncé. Et derrière, on avait un problème, entre guillemets un problème. On avait on était friable sur la couverture. On va dire, on accordait encore trop de yards à la passe. Comme disait Polo, 25e sur 32, ça fait un petit peu mal aux fesses. Et on voit que le recrutement de cette année, que ce soit la draft ou la free agency, on est allé chercher dans ces deux zones-là. Et je pense que la mentalité des Steelers, on a deux gros points forts. Un, le pass rush. Et deux, les linebackers. Globalement, les linebackers sont plutôt bons. Donc, si tu as des linebackers bons mais que tu te fais enfoncer à la course, ça veut dire que ta ligne défensive ne contient pas assez des bloqueurs adverses pour libérer tes backers. Tu es obligé d'avoir, n'importe quoi, mais quand tu as une ligne défensive comme par exemple la ligne des Eagles avec Carter, avec Jordan Davis, avec ces mecs-là, là, tes bloqueurs, tu es obligé de double team en fait tes bloqueurs, de mettre deux bloqueurs sur un lineman défensif. Et du coup, tes linebackers derrière, ils sont free. Ils ont ce que tackle free s'appelle, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de descendre, de prendre les gaps et d'aller couper les courses très rapidement. Patrick Quinn, Peyton Wilson, c'est deux super inside linebackers. J'ai une grosse hype autour de Peyton Wilson cette année, je pense. Et derrière, on a Cole Holcomb et Malik Harrison qui sont également. Malik Harrison est un spécialiste de la défense contre la course. Et Cole Holcomb est potentiellement un mec qui pourrait être starter dans quasiment 80% des équipes NFL au poste d'inside. Donc on a un contingent d'inside. Selon sa santé. On ne sait pas encore s'il est entièrement remis de sa grave blessure quand j'avais eu le malheur d'aller le voir dans un stade et qu'il s'était pété. Tu lui as porté l'œil. Mais voilà, donc en fait, on a cette force-là. Et derrière, on a un pass rush. Devant, on a un pass rush qui est quand même extrêmement puissant et qui nécessitait jusqu'à présent peu de blitz en plus. C'est-à-dire qu'on avait TJ Watt, Nick Herbig, Cameron Hayward, même Keanu Binton. C'est tous des mecs qui sont capables de battre leur vis-à-vis en 1 contre 1. Et du coup, c'est une grosse force parce que ça te permet de mettre de la pression sans dépeupler ton backfield. Sauf que derrière, on avait un backfield qui, malgré le fait qu'il n'était pas dépeuplé, concédait des réceptions. Donc il faut avoir des DB et des linebackers, mais les linebackers, c'était pas trop le problème. Il faut surtout avoir des DB qui vont freeze le jeu de passe adverse dans les 3, 4, 5 premières secondes. Donc il faut des spécialistes, plutôt des spécialistes de défense man-to-man. Je pense qu'on verra plus de man-to-man cette année. Et Jalen Ramsey, Darius Slay, ça c'est des gars qui stick, c'est des shutdown corners, donc des gars qui vont aller verrouiller les receveurs adverses. Joey Porter, pareil, s'il fait pas de faute. Donc c'est des gars, voilà, c'est des gars qui vont aller te verrouiller ces gars-là. Donc moi je pense que ces 3 corners-là, on les verra tout le temps sur le terrain. On les verra tout le temps sur le terrain. Et derrière, on aura des packages. Je pense qu'on verra toujours des Sean Elliott également. Et derrière, on aura peut-être un Thornhill qui sortira et un Jalen Ramsey qui prendra des reps au poste de QB si on n'a que 2 receveurs adverses par exemple. Moi je pense que c'est plutôt cette articulation-là. Et on couplera ça avec le pass rush qu'on a actuellement. Et même un mec comme Derrick Harmon en pass rush, le garçon, il est quand même très solide. Donc, je pense qu'ils vont miser là-dessus.
Au-delà peut-être de la construction de l'effectif que tu nous as bien détaillé, et j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, mais par exemple sur la ligne défensive comme t'en parles, j'ai personnellement l'impression sur les matchs de pré-saison qu'on va avoir des changements sur la ligne au terme des packages Oui. nickel. On faisait souvent regarder les trois linemen défensifs, on les gardait. Donc on faisait du big nickel avec trois linemen, trois linebackers. De ce que j'ai pu voir en pré-saison, on passe sur deux linemen et quatre linebackers sur les nickels. Mais on en reviendra plus tard. La question vraiment à la base, et Polo, je pense que là, même sans rentrer dans les détails techniques, tu peux nous donner une bonne vue particulière de ce qui se dit à Pittsburgh, c'est que j'ai l'impression que ça fait des saisons, tous les ans. Ah, on va changer. Ça va beaucoup changer. La, la, la façon de penser va être différente, les systèmes vont être différents. Et personnellement, depuis que Terry Lustin est là en tant que défensive coordinateur, rien ne change. Et si tu regardes les stats, rien ne change. Tu regardes le nombre de sacs qui sont tombés de 55 par saison avant à 40 par saison depuis Terry Lustin, rien ne change. Et là, encore une fois, on a un petit peu tous les joueurs de la défense qui nous disent on a des super mecs, on va pouvoir changer, on va pouvoir faire plus de blitz. Je crois que c'est Jalen Ramsey qui a dit on nous appelle Blitzberg, c'est pas pour rien. Ok, pour moi, encore une fois, là, c'est du bruit. Est-ce que vraiment il va y avoir des vrais changements ou est-ce qu'on va retomber dans nos travers et nos habitudes? Et je le rappelle, on avait parlé en fin de saison dernière, les Steelers étaient une des équipes qui, comment dire, déguisait le moins ses coverages et surtout utilisait les mêmes coverages le plus souvent. On était en cover 3 dans, je crois que c'était 35% des cas, ce qui était vraiment énorme par rapport aux défenses qui ont beaucoup de succès, qui peuvent varier. Tu vois un changement vraiment arriver ou est-ce que c'est encore du blabla d'intersaison? Question, est-ce que Mike Tomlin est toujours le head coach de Pittsburgh Steelers? Je n'ai pas vérifié ce matin, mais Ouais. tu penses que ça vient plus de Tomlin que d'autres choses? Ah oui, je pense qu'il a, oui, je pense qu'il a, la défense c'est son truc, donc oui, je pense qu'il a, c'est largement sous son autorité que la défense s'organise comme ça, donc je pense que j'attends pas vraiment de changement, mais après je me souviens de nos discussions la saison dernière. On se concentre sur la défense, mais je pense que la défense est suffisamment bonne pour te rendre compétitif. Pour moi, le gros point noir, tu demandais les clés de la saison prochaine. C'est l'attaque. La défense, c'est celle qui nous porte la plupart de la saison, c'est l'attaque. La défense, on est parmi les meilleures défenses de la ligue quand tu regardes, alors que dans l'attaque, on est bottom quasiment dans toutes les catégories. Donc, pour moi, c'est si on va aller loin, faut que l'attaque soit meilleure. La défense, si on a la même défense que l'année dernière, je pense on sera suffisamment compétitif. Je sais pas si je partage l'enthousiasme de Thomas qu'on va aller en finale de conférence, mais je pense que ça nous met à peu près au même niveau que l'année dernière. La question, c'est l'attaque. Moi, Polo, c'est déjà, grand professionnel, parce que la transition de l'intersaison à les clés du succès, même moi, je ne l'ai pas vu Pardon. passer, elle était magnifique. Ah, franchement, chapeau. Mais effectivement, voilà, on y est donc. Qu'est-ce qui va faire que les Steelers auront une bonne saison l'année prochaine? Polo, pour toi, c'est l'attaque dans son ensemble, ou on parle plus de l'attaque aérienne, ou c'est vraiment un tout? L'attaque, je regardais l'année dernière 24e total yard, 24e sur 32. Si tu es 16e, 17e, je pense que déjà ça change. 27e en passing offense, rushing offense 11e, points per game 20e. Je pense que si tu t'améliores, je demande pas une attaque stratosphérique. Regardez, même en octobre l'année dernière, notre attaque met 32 points contre les Raiders, 37 contre les Jets, 26 contre les Giants, 28 contre Commanders. Je demande à peu près ça. Je demande ces chiffres-là et je pense qu'avec la défense que tu as, t'es compétitif. Donc, pour moi, est-ce que l'attaque va pouvoir s'améliorer? En quelque sorte, tu aimerais voir un changement de il faut que la défense tienne l'adversaire à moins de 20 points pour gagner, à il faut que la défense tienne l'adversaire à moins de 26-27 points pour gagner, en fait. À peu près.
Alors, encore une fois, le problème, c'est que c'est Tomlin et la mentalité va être la même. Pour moi, le problème de la méthode Tomlin, c'est que il prend pas assez de risques. Et c'est une méthode qui est difficilement soutenable parce que tu vas forcément rendre le ballon à un moment donné. En septembre, tout le monde est frais, généralement, tu commences fort. Quand arrive décembre et que ta défense est sur les genoux parce qu'ils sont sur le terrain 37 Ouais. minutes sur 60, euh, et cette méthode va pas changer, c'est Tomlin. Donc on va garder on va jouer serré comme d'habitude, mais en espérant que Arthur Smith peut être un peu créatif avec les tight ends et espérant que on court mieux avec le ballon. Mais c'est Tomlin, donc ça va être la même mentalité. Moi, je reviens toujours à la discussion qu'on avait eue après le match contre les Bengals en janvier. Tomlin est un dogmatique, donc il veut gagner comme ça. C'est comme ça qu'il conçoit le foot. Donc c'est la défense en premier lieu. Ça va être l'identité des Steelers pour cette année également, je pense. Thomas, la clé du succès pour toi cette saison? Ou les clés? Pour moi, effectivement, c'est l'attaque. Il y a pas 36 solutions. La défense est meilleure, je pense. Elle sera meilleure. La question, c'est combien de temps elle va durer. Comme disait Polo, il a entièrement raison. Quand il dit que sa défense, notre défense, elle commence très fort et elle finit sur les genoux parce que les becs, bah, faut savoir que la défense au football américain, c'est plus énergivore que l'attaque. C'est plus énergivore. Donc en fait, quand tu joues en défense, parce que tu subis les chocs, tu prends les chocs, et tu dois avoir, voilà, dans l'intensité, etc., tu dois jouer. Bon, bah, c'est beaucoup plus énergivore. D'ailleurs, il y a qu'à voir les lignes. Les lignes, c'est assez symptomatique. Une ligne d'attaque, sauf blessure, elle change jamais. Pas de rotation dans une ligne d'attaque quand t'as pas, à part un blessé. Une ligne de défense, tu as des rotations même si tu as des mecs pas blessés. Parce qu'il faut que tu aies des mecs frais pour pouvoir compenser le fait que tu n'aies pas l'avantage sur le jeu. Tu sais pas où il va aller, donc tu es obligé d'anticiper, tu es obligé de réagir, donc ça te demande beaucoup plus d'énergie. Donc ta défense, quand tu construis des rosters basés sur la défense, qui est le cas des Steelers, il faut que ta défense, elle porte l'équipe, elle carry ton équipe, et il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Le problème, c'est que pour faire ça, c'est pas seulement un problème de défense, c'est qu'il faut que ton attaque, dans le même temps, elle fasse ce qu'on appelle du ball control. C'est-à-dire qu'en fait, elle garde la balle et elle économise, elle garde ta défense sur le bord du terrain fraîche. Et elle avance, elle fatigue la défense adverse, et il y a un deuxième critère à respecter, c'est qu'il faut qu'elle fasse pas d'erreur. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle fasse de turnover, ton attaque. Il faut qu'elle ait un jeu de course solide, parce que c'est la meilleure façon de ball control, et il faut pas qu'elle fasse de turnover. Et quand tu prends l'une des grosses qualités de Rodgers, qui ne se perd pas avec l'âge, c'est le fait de ne pas faire beaucoup de turnover. Rodgers, c'est l'un des mecs qui a perdu le moins de balles dans la ligue. Et pourtant, il est là depuis longtemps. C'est quelqu'un qui fait peu d'interceptions, peu de fumbles. C'est quelqu'un qui. Alors, il prend des sacs, mais ça, du moment que tu perds pas la balle, c'est pas trop le problème. Mais c'est quelqu'un qui perd pas beaucoup la balle. Donc, je pense qu'il faut pas s'attendre. Et moi, je suis un amateur d'attaque. Malheureusement, ça me fait un peu mal de dire ça. Faut pas s'attendre à avoir une attaque bling bling, à avoir un Ben Johnson comme coordinateur offensif, un Liam Cohen qui est parti à Jacksonville cette année et à surveiller Trevor Lawrence parce que je pense qu'on peut avoir des surprises cette année. Voilà, faut pas s'attendre à avoir des attaques comme ça, qui soient créatives, qui soient ingénieuses. Il faut s'attendre à avoir une attaque qui va baser son jeu sur du jeu de course, qui va être solide, qui va jouer de la zone, qui va fatiguer la défense adverse, qui va garder la balle, et un Rodgers pour nous sortir des situations un peu compliquées, avec sa précision de balle, avec son release, avec son expérience par rapport à ça. Voilà, je pense que malheureusement, il faut s'attendre à ça. Et à côté de ça, une défense qui fait le taf en maintenant les attaques adverses sous les 20 points. Je pense que c'est le challenge pour la défense cette année. Et voilà, et l'attaque qui va essayer de marquer 3 touchdowns, 3 catch touchdowns, plus Boswell au pied pour gratter 3 ou 6 points par-ci par-là. Voilà, il faut s'attendre à ça. C'est vrai que c'est important, j'y ai pas pensé personnellement, donc bravo à vous deux de l'avoir amené, mais effectivement, on a beaucoup parlé la saison dernière du temps de possession, où on avait, dans le meilleur des cas, on avait 30% du temps de possession par rapport à l'équipe adverse, avec les effets que vous avez très bien décrits sur la défense. Et donc finalement, ce que ça peut vouloir dire, c'est évidemment que l'attaque marque plus de points, c'est quasiment essentiel et évidemment c'est un objectif, mais même sans ça, même avec la même production finale, ça peut quand même avoir un bon effet sur la défense si on passe plus de temps sur le terrain. Et ça peut être deux choses. Vous parlez des 3 and out la saison dernière.
beaucoup trop souvent, Ouais. ne serait-ce que de doubler les petits drives ou les drives qui échouent de 3 plays à 6, 7, 8, 9. Ça peut faire une différence. Et aussi, lié à ça, on sait qu'on a toujours du mal sur le premier carton en général, le premier drive encore plus. Ouais, la machine Est-ce est lente de qu'avoir ouf. un mec comme Rodgers avec toute son expérience, est-ce que ça peut nous aider à mieux commencer les matchs aussi et à pas forcément se retrouver avec un punt après 2 minutes et à courir au score pendant tout le match? Rodgers, il a plus beaucoup de carburant dans la machine. Il a pas beaucoup de carburant, il a pas beaucoup de carburant dans le réservoir. Donc on va Ça attendre de dépend du lui. carburant. Ça dépend du carburant. L'ayahuasca, apparemment, ça coule bien. Ça, il y a les réserves. Voilà, il a plus beaucoup de carburant dans le réservoir. Donc on attend de lui que le carburant qui va sortir, il le distille au moment où il faut. C'est ça qu'on va attendre de Rodgers cette année. Donc on va attendre. L'année dernière, ce qu'il n'était pas capable de faire, et encore l'année d'avant avec Pickett, ce qu'elle n'avait pas été capable de faire les quarterbacks, c'est d'aller nous sortir de situations où notre jeu de course était un peu inefficace et il fallait créer de la menace aérienne pour que les défenses en face relâchent un peu la pression sur les tranchées. Ça, nos quarterbacks n'ont pas été suffisamment forts dans le domaine du jeu aérien pour aller créer cette menace-là et pour déverrouiller un peu certaines situations de match qui étaient trop sclérosées. On parle d'un mec comme Justin Fields. Okay, Justin Fields était un mec bon aux Steelers. Et il était bon. Le problème, c'est qu'il apportait une menace qui était déjà une menace qu'on avait, c'est-à-dire une menace de course, essentiellement. Okay, il n'était pas dégueu à la passe, hein, mais il était aussi une double menace et il apportait du jeu de course, qui en fait changeait pas vraiment la stratégie défensive. C'est la diversifier. C'est un peu comme quand tu joues les Ravens. Tu dois contenir Derrick Henry, mais tu dois aussi contenir Lamar Jackson. Bah, Justin Fields, c'est un peu la même chose en moins fort que Lamar Jackson. Bon. Cette année, on va attendre de Rodgers qu'il aille nous déverrouiller des situations avec des troisièmes tentatives un peu compliquées. On était l'un des moins bonnes équipes l'année dernière sur troisième tentative. Donc c'est ce genre de situation qu'on va attendre de lui. Et je vais juste rajouter un dernier point quand même qui est intéressant, qui peut quand même un peu nous mettre du baume au cœur, ça va concerner la défense, mais l'année dernière, les Steelers, je crois que c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe, c'est Polo qui nous dira, sur les turnovers. C'est l'une des meilleures équipes l'année dernière. Ouais, numéro 1. Voilà. C'est l'année dernière, les Steelers, ils sont numéro 1 au nombre de turnovers défensifs. Donc si on arrive à avoir la même machine, et il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas, parce qu'en rajoutant des mecs comme Jalen Ramsey à la place de Fitzpatrick, tout Fitzpatrick qu'il était, hein, et l'année dernière, il fait pas beaucoup de turnover, un gars comme Fitzpatrick. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le payait. Un mec comme Ramsey, un mec comme Darius Slay, des mecs comme ça, en les rajoutant, tu crées une value, tu crées des turnovers supplémentaires. C'est ça qu'on va attendre de la défense. Et la meilleure façon après, derrière, de les exploiter de la part de Rodgers. Et le pied de Boswell. Voilà, Toujours. toujours. C'est la valeur sûre de l'équipe, finalement. Exactement. C'est Chris Boswell, en fait. Prenez-le en fantasy. Prenez-le en fantasy. Et la Prenez-le. plupart des gens non fans des Steelers ont tendance à l'oublier en fantasy. Donc attendez un Exactement. tour de plus, vous pourrez l'avoir tranquille. Je n'ai pris que 2 Steelers cette année dans ma fantasy. Boswell et la défense. C'est la première année où j'en prends si peu. Ouais, écoute, j'espère que tu auras raison sur ces deux-là. J'espère Et pas. J'espère pas que et j'aurai la tu auras raison. tort. Voilà, sur le Écoute, reste. si. Oui, Si la t'as défense raison. fait bien, très bien. Oui, oui. J'espère que tu auras tort sur le fait Sur de le prendre reste. personne en attaque. Ouais, On exactement. verra. Exactement. Du coup, on a vu un petit peu les clés du succès, mais concrètement, le succès pour les Steelers cette année, c'est quoi? Ça fait, bon, je vais abuser sur les chiffres et généraliser, mais disons, ça fait presque 10 ans que les Steelers, c'est on accroche les playoffs, on va en playoffs, on se fait ouvrir, à l'année prochaine, on recommence. Est-ce que gagner un match de playoffs, ça suffit? À partir de quel moment vous dites, OK, c'était une bonne saison, ça? Vous avez Thomas, quatre. t'as dit la finale de conférence ou rien. C'est là où tu mets la barre. Moi, je mets la barre un peu plus bas. Moi, j'ai effectivement gagné un match de playoffs, mais c'est également comment l'équipe se comporte. Si tu joues contre Buffalo, si tu joues contre les Ravens, qui seront encore très forts cette année, je veux les voir je veux les voir Accrocher le match. les accrocher jusqu'au bout et que ça se fasse sur un field goal de Tucker. Il est plus là. Il est plus là, Tucker, ouais, mais oui. Ouais. Mais je veux que ça aille en playoff. Si tu joues contre une autre équipe que Kansas, que contre les grosses équipes, faut les battre.
si tu tu dois aller à Kansas jouer Mahomes, je veux que tu les accroches, quoi. Je veux que tu les forces à déjouer. Je veux qu'ils souhaitent, qu'ils suent. Donc, mais là, ouais, c'est comme j'accepte la défaite, mais pas la défaite comme on a Ouais. vu ces 8 dernières fois en playoff. Il y a un chemin entre les deux et qui est peut-être encore plus important pour toi, Polo. Il y a un match de playoff à domicile. Ça peut quand même faire une différence. Moi, je... Après, je vais vous dire mon point de vue. Je sais que je suis le mec un petit peu raisonnable des fois, j'essaye. Là, pour moi, c'est la bague ou rien. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Exactement, monsieur. Peu importe ce qui se passe, a priori, Aaron Rodgers ne sera plus là l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, il y a une forme de reconstruction l'année prochaine. Donc même si on fait une très belle saison, on s'éclate. Super, évidemment, j'ai envie de vibrer devant les matchs, etc. Mais qu'on va pas gagner la bague, bah ok. Il n'y aura pas cet aspect de on a fait une très belle saison, on peut construire là-dessus pour la saison prochaine. Ça n'existe pas. Donc c'est tout ou rien. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je rejoins Polo dans ce qu'il dit, hein. Évidemment qu'on veut voir la façon dont on se fait rouler dessus à chaque fois au premier tour des playoffs. Je me dis, mais en fait, ça sert à quoi qu'on aille en playoff pour faire ça? En fait, ça sert à rien. On se retrouve juste 20e sur la draft l'année d'après. Du coup, on peut pas aller chercher de top prospects et on peut pas capitaliser là-dessus. Parce qu'on peut rien capitaliser sur ce qu'on les a fait les années précédentes. Donc en fait, la seule chose pour moi, et tu as entièrement raison dans ton raisonnement, c'est qu'on a un front office qui construit. Qui construit et en même temps qui garde une compétitivité. Donc en fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit on va au Super Bowl, et si on va au Super Bowl, c'est pour le gagner. Soit en fait, peu importe qu'on aille en playoff, ça sert à rien. Ça sert à rien puisque comme tu dis, l'année prochaine, on sera, quoi qu'il arrive, en place avec un nouveau quarterback. Donc il va falloir reconstruire quelque chose. Alors évidemment, tout ne sera pas acheté, hein, c'est évident, surtout si on fait une belle saison. Si on fait une belle saison et qu'on fait par exemple ce que disait Polo, un premier tour de playoff accroché, une finale de conférence, tu vois, bon, un truc comme ça, peut-être que tu auras des bases solides et que tu te dis, on rajoute un quarterback qui est directement opérationnel et la magie peut opérer. C'est peut-être, c'est dur, hein, Romain, j'entends, hein, c'est dur Ouais. de s'imaginer ça, mais c'est possible. On a déjà vu des quarterbacks rookies arriver à propulser leur équipe au Super Bowl, tu vois. Donc c'est possible. Mais effectivement, pour moi là, vu l'apport de qualitatif et d'expérience qu'on a créé et vu la perspective d'avenir qu'on a, il faut que cette année on fasse quelque chose. Et faire quelque chose, c'est un Super Bowl. Voilà, c'est un Super Bowl. Après, quand on y est, c'est 50-50, ça se joue à l'expérience. Et je pense qu'avec le roster qu'on a, en fonction de l'équipe si jamais on y arrive, hein, en fonction de l'équipe contre laquelle tu peux te retrouver, c'est là qu'un gars comme Rodgers, il peut faire une différence, dans son approche des enjeux, Ouais, des matchs à gros enjeux. c'est vrai. On a dépassé l'heure de jeu, les amis. Je vais vous mettre encore dans le dos contre le mur, c'est comme ça qu'on dit. Un joueur à suivre cette saison. Un joueur. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, ça peut être la progression que vous voulez voir. Le joueur qui vous intéresse cette saison. Moi, je vais dire Qui, Broderick Jones. qui nous intéresse? Ouais, que ça soit tu veux que le mec progresse ou tu veux que le mec soit au top ou l'inverse. Hein, tu dis si ce mec-là n'est pas bon, on est mort et donc je vais le regarder lui en particulier le dimanche. Moi, je dis Broderick Jones, troisième, je crois que c'est troisième saison. Ouais, troisième. Première saison, il retourne de son côté gauche. Je crois que sa saison va aussi. Je pense que les Steelers regardent ce qu'il va faire cette saison parce que ça peut impacter la draft. Je pense que si il fait pas une grosse saison, je pense qu'il peut être. Je pense ils vont regarder à drafter quelqu'un dans sa zone. Donc c'est un ancien choix de premier tour. Il faut qu'il sorte une grosse saison. Il faut qu'il se comporte et qu'il joue comme un mec de premier tour. Je dis Broderick Jones. La solution de facilité serait de dire Aaron Rodgers. Parce que c'est Ah de ouais, lui que ça va dépendre grandement la qualité de l'attaque. clairement. Mais je vais pas aller dans cette direction-là. Et je vais choisir Jalen Warren. Je vais choisir Jalen Warren parce que, en fait, on l'a dit tout à l'heure avec Aaron Rodgers, il y a peu d'essence dans le carburant.
Donc on va attendre de lui qu'il fasse du Aaron Rodgers, qu'il soit capable d'aller nous taper des petits coups d'éclat à droite à gauche, d'aller nous sortir une petite épine du pied, un petit jeu un peu compliqué, une troisième un peu compliquée, ce genre de choses. Mais la grosse majorité du boulot, c'est encore Arthur Smith et c'est encore un jeu de course. Donc pour moi, la clé du succès, le joueur que je veux voir, c'est Jalen Warren dans un rôle de running back numéro 1 et de voir s'il est capable de courir avec autant d'énergie et autant d'efficacité qu'il avait quand il était un running back de troisième tentative, alors qu'il va être là, cette fois-ci, le running back numéro 1 de l'équipe. Qui plus est, le premier mec depuis Willie Beeman Parker à avoir une prolongation aux Steelers en running back. Aucun autre joueur des Steelers n'a eu une prolongation depuis Willie Parker en running back. Waouh, En running back. waouh. C'est le deuxième à l'avoir depuis Willie Parker. Donc je pense que le front office a quand même de grandes attentes envers lui. C'est un undrafted free agent, l'histoire est belle en plus. Donc moi j'ai envie de voir comment ce gars-là, est-ce qu'il va avoir les épaules, malgré le fait que Callum Johnson va probablement pousser au cul derrière pour prendre des reps, pour prendre. Surtout qu'il a un profil de coureur un petit peu plus lourd à la Derrick Henry, à l'époque des Titans du Tennessee et de Arthur Smith. Vous voyez, la pattern, c'est la même encore une fois. Caleb Johnson, c'est un Derrick Henry en un peu moins costaud. DK Metcalf, c'est un Edgy Brown en plus costaud. C'est le même genre de construction. Et Jalen Warren, j'ai hâte de voir comment ce gars-là va progresser cette année et qu'est-ce qu'il va être capable d'apporter dans notre jeu de course parce que ça va être prépondérant sur la réussite de notre saison, notamment en attaque. C'est bien qu'on ait parlé de Jalen Warren parce que c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu l'oublier. Et, on va garder ce débat, ce sujet des running backs pour les épisodes à venir, les semaines à venir. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé de lui jusqu'à quoi, 1h05, 1h10. Et c'est vrai que c'est une clé importante qui va reprendre après le départ de Najee Harris. De mon côté, effectivement, il y a les évidences, il y a les Aaron Rodgers, les Jalen Ramsey, tout ça. Je vais mentionner Joey Porter Jr. Il y a une petite déclaration que j'ai vue passer. Et si je dis pas de bêtises, c'est Mike Tomlin qui a dit Jalen Ramsey prendra le receveur numéro 1 adverse. C'est le rôle qu'avait eu Joey Porter pendant les 2 tiers de la saison dernière, avant que déjà il perde un petit peu ce statut-là, et puis on était revenu sur un moitié-moitié. Là, clairement, on dit à Joey Porter, le nouveau mec, il prend ton job, toi tu prendras les mètres après. Et je suis impatient de voir comment il va grandir, comment il va réagir, et puis le fait aussi il est jeune, certes, mais l'année dernière, c'était le corner numéro 1, c'était lui le leader des corners en théorie. Là, il a 2 mecs super expérimentés avec des Pro Bowl, etc. devant lui. Là, il redevient le petit nouveau. Ça va être intéressant de voir comment il réagit. Soit il élève son jeu, il fait une super saison, soit il craque complètement et j'ai du mal à voir les possibilités entre ces deux extrêmes-là. Donc, je vais garder un petit œil sur Joey Porter. Il faut qu'il apprenne, Joey Porter. Il va avoir 2 des meilleurs cornerbacks des 10 dernières années. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne avec des gars comme ça. Il faut que tu mettes ton ego de côté. Et ces gars-là, ils arrivent. Ils ont Darius Slay, il arrive avec une bague de champion. Jalen Ramsey, il arrive avec le background qu'on connaît, l'expérience qu'on connaît, le nombre de Pro Bowl qu'on connaît, la réputation qu'on connaît. Et tu dois apprendre avec des gars comme ça. Tu dois apprendre. Moi, j'ai bon espoir que ce gars-là progresse aux côtés de ces deux géants. Ouais, écoute, j'espère aussi. Après, on sait que les égos des joueurs NFL et les égos du reste du monde, c'est pas toujours la même conversation. Un petit mot rapide sur le match de dimanche. Donc, les Jets, 19h, heure française. On va retrouver donc ce bon vieux Justin Fields qui nous a fait gagner 4 matchs sur 6 qu'il a joué la saison dernière. Inversement, les Jets vont retrouver Aaron Rodgers et Brandon Nichols, le cornerback. Ouais. C'est pas la plus grosse histoire, mais c'est lui qui parle plus des Jets qu'Aaron Rodgers d'ailleurs. C'est intéressant. Comment vous appréhendez ce match avec des Jets qui ne sont pas forcément vus comme une grosse équipe cette saison? C'est quoi vos attentes à peu près sur le match de dimanche? Moi, je trouve que c'est un bon match pour commencer. C'est un bon match pour commencer parce que c'est une équipe qui nous ressemble un peu. Alors, ça fait un peu, des fois, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est une équipe qui nous ressemble un peu. Nouveau quarterback, euh, plutôt une équipe qui a misé également sur les lignes, sur le jeu de course en attaque, sur une grosse défense. Tout ça, c'est un peu le match miroir, mais en moins fort pour moi. Voilà. Ces mecs-là, ils doivent être moins forts. En tout cas, on doit être meilleur qu'eux. Donc moi, j'attends ni plus ni moins qu'une victoire dimanche, parce que là, tu dois gagner contre une équipe comme ça. Et en plus, c'est une bonne équipe pour commencer parce qu'elle va te mettre un challenge sur ce que tu as essayé de combler cette année, à savoir arrêter un jeu de C'est vrai. course lourd, tu vois, une attaque qui est pas ouf, mais arrêter un jeu de course lourd,
être sérieux en attaque, trouver des failles dans une défense solide. Voilà, c'est les faiblesses qu'on a identifiées cette année pour notre équipe. Et eux, ils vont nous proposer un challenge, j'espère, le plus modéré possible. Mais en tout cas, un bon challenge pour un premier match. Donc voilà, moi c'est ce que j'attends. Faut gagner, faut commencer par là. Avec un nouveau coach, disons je sais pas Aaron Glenn, il était à Détroit. Détroit, c'est c'est ça. coordinateur défensif de Détroit. Je regardais la ligne ce matin, donc les Steelers sont favoris de 3 points et le over-under est de 38,5. Voilà, c'est peut-être une question pour Thomas, mais j'ai du mal à penser qu'Aaron Rodgers va sortir de là avec une nouvelle attaque après 3 mois à faire quasiment rien. Il va nous sortir un gros match. Je pense que ça va pas être beau, malheureusement. Je pense que ça va être. Moi j'ai parlé d'une victoire, j'ai pas parlé d'un beau match. Hein. Ouais, Je te pense rejoins, que- je te rejoins. Deux choses différentes. Je m'attends pas à un match de dingue. Et d'ailleurs, je serais pas un fan des Steelers, c'est pas un match que je regarderais. Ouais, je pense que moi c'est la question. J'ai du mal à penser qu'Aaron Rodgers avec un nouveau système va nous sortir boum. Mais je pense qu'on devrait les battre. Mais je pense que ça va pas être beau. Je pense que c'est une victoire à moins de 38-5. Donc c'est du 18 du 18-16 ou quelque chose comme ça. Je pense que Moi je vois les deux équipes en dessous de 20 points. Ouais. Faut s'attendre à ce que la jambe de s'attendre à ce que la jambe de Boswell soit mise à contribution, je pense. Voilà. Qui Et s'échauffe je bien. serais même pas Qui s'échauffe surpris bien, Chris. si c'était un match où il n'y avait pas beaucoup de TD, tu vois. Un TD de chaque côté, le reste des points au pied, un truc comme ça, tu vois, je serais pas sûr. J'espère me tromper vraiment parce que moi je vous dis, je suis un coordinateur d'attaque et j'aime les beaux matchs offensifs. Paradoxal avec les Steelers, parce que je suis un fan depuis toujours des Steelers qui ont plutôt une identité défensive. Et j'espère chaque année qu'on va avoir une attaque qui progresse, qui nous donne des choses, qui propose des choses un peu novatrices et tout. Mais je rejoins Polo. Je pense que ça va pas être un match de dingue. Surtout les matchs d'ouverture, c'est rarement un match de dingue. Tu vois le match d'hier Ouais. entre les Eagles et les Cowboys, qui sont deux grosses attaques pourtant. Hein. C'est vraiment deux belles attaques. Bon, ça finit à 24-20, beaucoup de fautes. C'est pas non plus un match de fou. Et il faut s'attendre à Ouais, je vous rejoins tous les deux là-dessus sur le contenu. Hein. Je pense que on peut pas s'attendre à une attaque de feu, même une défense de feu de la part des Steelers. La préparation a été lente à se mettre en route parce qu'effectivement, Rodgers signe assez tard. On a pas mal de joueurs qui aussi ont manqué du temps. Calvin Austin, qui est censé être notre numéro 2, il a raté du temps. Roman Wilson, on n'a aucune garantie. Il faut encore qu'il apprenne le système deuxième année ou pas. Il y a tellement d'incertitudes. Même Jalen Ramsey, le trade arrive relativement tard. Peyton Wilson, tu en as parlé Thomas, il est dans sa deuxième année, énorme potentiel, mais pareil, ce jump de la première à la deuxième année, c'est vraiment hyper important. Donc j'ai presque envie de dire, et bon, forcément, il y a des témoins si je dis ça sur le podcast, et j'aurai un avis différent dimanche à partir de 19h01, mais j'ai presque envie de dire, je m'en fous du résultat, parce qu'on sait que de toute façon, on lâche au moins 1 ou 2 matchs pourris dans la saison. Qu'on fasse ça la première semaine, c'est pas grave, mais ce qui m'intéresse, ça va être le contenu. Et en attaque, ça va être juste de voir ce qui va se passer, parce que pour moi, c'est vraiment une boîte noire. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette attaque. On peut nous dire tout ce qu'on veut sur le training camp, machin, je sais pas. Donc j'ai envie de voir ce qui va se dérouler de ce côté-là. Et en défense, je veux voir une meilleure communication que la saison dernière. Je veux pas voir ces erreurs on est à 1 seconde du snap et on ne sait pas qui est sur qui, et qu'on a vu beaucoup en deuxième partie de saison dernière, ce qui était super frustrant. Donc, je vais me focaliser plus sur le contenu que le score. Comme je dis, à 19h01 dimanche, les tweets vont me contredire, mes propres tweets. Mais j'ai vraiment envie de voir quel est vraiment le potentiel de cette équipe, parce que là, je ne le sais pas. Et je pense que ça va prendre 1, 2, 3, voire 4 matchs pour vraiment comprendre l'identité de cette équipe et ses capacités et son potentiel. Mais tu vois, moi c'est paradoxal. Alors j'ai les mêmes attentes que toi. C'est-à-dire que moi j'ai les mêmes espérances, voilà, plutôt qu'attentes. C'est-à-dire que moi j'ai les mêmes espérances. C'est-à-dire que j'espère vraiment voir quelque chose en attaque. J'espère que cette attaque va réussir à nous montrer quelque chose. J'espère voir du beau jeu, etc. Mais par contre, au niveau de ce que j'attends, moi j'attends une victoire, parce que c'est des matchs comme ça qu'on ne peut pas lâcher. Des matchs contre des équipes entre guillemets comme ça, tu peux pas les lâcher. C'est une équipe qui a ta portée, qui va finir probablement bottom,
il faut que tu commences par une victoire. Et par contre, là où je te rejoins pas non plus, c'est que moi je pense qu'on va avoir notre défense. Moi je pense que Ah ouais? moi je pense que la défense on va l'avoir. Je pense que la défense on va l'avoir et je serais pas surpris si c'est encore elle qui nous fait un très gros match, tu vois. Donc j'attends parce que pour le coup face à des attaques comme ça qui sont un peu comme les nôtres, quoi. C'est mid. C'est vraiment des attaques qui sont en rodage, qui sont bon. Bah c'est typiquement contre ce genre d'attaque que notre défense fait généralement le job. Après, la problématique encore une fois, c'est que notre attaque, Mhm. voilà, faut que Après, tu sais, tu dis toutes ces choses et tu as raison sur 100% de ce que tu dis, mais sans le vouloir, tu nous décris aussi le classique Tomlin Trap oui, Game, c'est vrai. le match que les Steelers perdent tous les ans. Mais il faut plus perdre ce genre de match. Il faut plus perdre. C'est comme ça qu'on arrivera. C'est comme ça qu'on arrivera à perdre ce genre de match entre guillemets facile. J'aime pas dire ça parce qu'il a pas commencé le match, donc je veux pas nous porter la poisse. Mais ça, c'est un match d'une équipe qui est à notre portée. Et on doit gagner ce genre de match et on doit plus tomber dans les pièges, dans les justement les Tomlin Trap. On doit plus tomber dans ça, de perdre ce genre de match parce qu'il n'y a pas matière à. Sur le papier, on est favori, même de pas beaucoup de points. Je sais qu'on a joué les Jets plusieurs fois depuis, mais moi, il y a le match contre les Jets dont je me souviens. C'était quoi? Il y a 5-6 ans où les Jets, c'est catastrophique et on perd en faisant un match dégueulasse. Dégueu, Et ouais. le score est presque flatteur parce qu'on marque en garbage time à la fin. Mais c'était pas Claypool d'ailleurs à l'époque, peut-être, qui avait mis un touchdown à la fin. Bref, Ouais, c'est possible. j'en fais encore des cauchemars. Donc les Jets, personnellement, tant pis. Lâchez, comme ça, on a fait ça. On a balancé le match de la saison, on verra après. Bon, les amis, c'était bien de vous voir, de rediscuter. On essaye de se revoir la semaine prochaine après, on l'espère tous, une victoire sur un score de 49-3, à peu près. Tiens, un petit Et puis, prono. Le prono. tu vois, j'essaie d'être sympa avec Polo. Je sais que Polo déteste les pronos. Et Ah, là, mais le on a, prono, on a là, faut aucune faire base. un petit Mais prono, maintenant là. que tu l'as dit, vas-y. Et tu sais quoi? Un prono pour Polo uniquement. Vas-y, Polo. On Juste t'écoute. pour le prono. J'ai dit quoi tout à l'heure 18-16 ou quelque C'est chose vrai, comme tu l'as dit ça en plus. C'est vrai. 18-16. Ouais, je me suis mouillé avant que tu te demandes. C'est vrai, non, t'as raison. Tu m'as eu. 4, 7, 6, C'est moi qui fais cette table de 7. 20. Allez, moi je dis 20-10 pour les Steelers. 20-10 pour les Steelers. 2 TD et des points au pied pour notre ami Boswell. Et notre défense qui prend un TD et un field goal. Ça me paraît, comme je le vois, voilà. Ok. Du coup, j'avais pas trop réfléchi. L'année dernière, je disais quoi? 31 points, je crois, toutes les semaines, je disais. Donc, on va changer cette saison, je vais changer. Donc, 32 points. Et, et en face. Non, après, franchement, vu que j'ai aucune base, et c'est un peu ce que j'ai dit depuis une heure, que je sais pas à quoi m'attendre avec cette équipe. Oh, mais là, Allons-y. C'est là, on peut-être est la en seule blind. fois de Hein. la saison. Là, on est en Voilà. full blind. Hein. Ah oui, oui. Donc, c'est peut-être la seule fois de la saison où je peux dire n'importe quoi. Allez, 34-28 Oh là. avec un pick six de Jalen Ramsey. 34-28. Ouais, on s'en fout, non? Ah ouais, un match à 60 points quasiment, quoi. Ouais, allez, pourquoi pas. C'est peut-être la seule fois que je vais pouvoir pronostiquer ces scores depuis environ 6 ans. Donc pourquoi pas. Hein. Qui va marquer le premier touchdown des Steelers de la saison? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais je dis Warren. Pour rappel, la saison dernière, c'était Darnell Washington. Ouais. Je serais pas surpris que ça soit encore lui. Tu vois? Ah ouais? Ouais, Ah, je serais c'est pas possible. surpris que ça soit encore lui. Est-ce que c'est mon pick 6 de Ramsey qui commence le match sur la première passe? Non. Soyons raisonnables. La cote est haute. Hein. Ah ouais, la cote elle est Je haute là. vais aller mettre 10 balles quand même, on sait Ah, pas. ouais, ouais. Non, allez, tiens, pourquoi pas. Jonnu Smith. Avec une petite slant de 30 yards là. Ah oui, carrément. Pour démarrer le quatrième quart-temps. Ça nous mettra en route. Oh là là. Le mec pronostique à 38-24 et on marque tout dans le dernier quart. Exactement. Ah ouais, c'est ouais, Exactement. ok, d'accord. Ça C'est me que des semble onside tout à kicks fait et des logique. fades après. Mais ouais, moi bon, je serais pas surpris que ce soit Darnell Washington, mais je vais quand même miser sur Caleb Johnson avec une course en red zone, tu vois. Ouais, ils risquent d'envoyer Jalen Warren quand même. Je pense que Caleb Johnson a un profil de running impactant, tu vois, qui est capable d'aller marquer sur des situations de red zone. Je sais pas s'ils vont lui donner la balle. Voilà. Mais allez. Ça serait bien en tout cas. Ouais, Ça c'est une serait grosse bien cote, je vais dire ça. Caleb Johnson sans trop y croire, allez. pour mettre ton rookie running back en
en jambes pour la saison, ça serait pas mal, Exactement, ça serait cool. exactement. C'est le genre de choses qui peut se faire et qui en plus le mettrait bien mentalement, tu vois. Mais bon, Ouais, ça serait complètement. aussi bien pour Warren, donc. Après, soyons honnêtes, si on marque le premier touchdown de la saison sur le premier match, c'est bien. Peu importe qui c'est. Peu importe, Ouais, faut parce que être honnête, 38-24 avec que des field goals, ça va être long. Hein. ça va être long. Ça, Ça va être ça, long, va être, c'est ça vrai. va être très long. Par contre, je Ouais, serais très content parce 38, que j'ai Boswell 38, en ouais, ça fantasy. marche. S'il nous met 38 points au pied, je serais très content, tu vois. Je serais très content. Après, tu peux le trade pour Ah bah qui là, que ce pour soit n'importe après une qui. semaine. Ouais, je le trade pour Lamar Jackson. Non, pas Lamar Jackson. Oh là, non, Non, interdit. non. Dernière chose, je rappelle à tous que dans 4 semaines, donc semaine 4, les Steelers sont en Europe, les Steelers sont à Dublin en Irlande pour affronter les Vikings. C'est donc une super opportunité de se rencontrer. J'y serai et en plus, donc le match est le dimanche à 14h30, je crois. Je ne sais plus si c'est heure locale, c'est un décalage, peu importe. Le samedi soir, j'ai un petit pub qui va nous accueillir en tant que fan de foot US. Steelers ou pas, on va être sympa, on va accueillir tout le monde, même ceux qui portent du violet. Et puis le lendemain, on a bossé avec les collègues des autres pays, de l'Allemagne, de l'Australie, du Royaume-Uni, pour réserver un petit pub. Enfin, réserver, on a un espace dans un pub toute la journée, donc dès 10h30 le matin. Et pendant le match, effectivement, il y aura le match pour ceux qui n'ont pas de ticket. Et on revient après, ils vont nous mettre Red Zone, ils vont nous mettre les matchs de deuxième partie de soirée. J'ai tout ça sur la page Twitter en tweet épinglé avec les dates, avec les horaires, avec les noms et les adresses. Surtout si vous êtes là, venez nous voir et on pourra prendre des petites photos, boire quelques pintes ensemble, ça peut être cool. Vous allez finir encore dans un bel état, je pense. Bah écoute, je pense que je dois faire attention quand même parce que du coup j'ai un peu des responsabilités là. Ah Je ouais, vais enfiler les pintes de Pepsi Max et puis, ouais, je pense, ça ouais, ira. parce que là, ça va mal se finir. Ouais, les Vikings, en Ouais. plus, ça peut être un bon match. Hein. J'ai hâte de voir aussi ce que va donner JJ McCarthy en quarterback, parce que pour l'instant, c'est un peu en dents de scie. Là, j'ai vu des trucs très bien, comme j'ai vu des vidéos de lui à l'entraînement qui sont un peu inquiétantes. J'ai hâte de voir Ouais. ce que vont donner ces Vikings là cette année. On en reparle du coup dans 2 semaines, après la semaine 3 et on fera un bon petit preview et puis effectivement je vais bassiner tout le monde avec Dublin et avec les pubs d'ici là. Merci à vous, je vais essayer de publier ça samedi matin. Si vous écoutez ce podcast et qu'on est déjà dimanche, désolé, ça arrive. Faut qu'il écoute dimanche avant 19h. C'est ça, c'est ça. Bah, écoutez, bonne soirée à tous les deux, bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et surtout, bonne saison. Here we go, comme d'habitude, et puis on en reparle la semaine prochaine. Exactement. J'aime bien ça. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.